Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bonjour, bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardis du mois à 14h et dorénavant en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons qu'il est impératif de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Merci à Radio Galère de nous le permettre. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question de la gestion des déchets hautement radioactifs en France. Très prochainement va s'ouvrir le débat public, je mets ça entre guillemets, on comprendra pourquoi tout à l'heure, concernant le projet CIGEO. Alors, c'est Centre industriel de stockage géologique, qui prévoit d'enfouir à Bure, dans la Meuse, dans un réseau de 15 km² de galeries souterraines à 500 mètres, donc sous terre, des déchets radioactifs à vie longue, soit pour certains des centaines de milliers d'années, je crois même des millions d'années. Pour en parler avec nous aujourd'hui, un membre du collectif Bure Zone Libre, qui s'oppose à ce projet depuis quelques années. Bonjour. Bonjour. Bien, tu es là, belle ça marche présentation, bien. un bon résumé. Un bon résumé. Bon, ben, on peut arrêter maintenant, alors ça va? On a tout dit. Non, il y a encore beaucoup de choses à dire. Oui, alors je voudrais, avant d'entrer dans le vif de la discussion, là, qu'on passe un petit extrait d'une émission sur France Inter, pas faire de pub, le téléphone sonne, qui a eu lieu le 17 avril dernier, où était invité le président de l'autorité de sûreté nucléaire et le président de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour parler du nucléaire en France. Évidemment, il n'y avait pas d'opposants. Hein. Et donc, c'est un petit extrait très court sur l'avis de monsieur Repussard, donc président de l'IRSN, qui décrit le projet là dont on va parler. Eh bien, le cœur de combustible, donc les combustibles usagés qui ont été irradiés dans une centrale nucléaire, effectivement, restent radioactifs pendant une période qui est de l'ordre de la centaine de milliers d'années pour certaines des composants radioactifs. Donc, ça pose le problème de la gestion de ces déchets qui sont très radiotoxiques, d'une partie d'entre eux. Alors, le choix qu'a fait la France il y a longtemps, c'est de procéder à un retraitement de ces combustibles irradiés pour en extraire d'abord l'uranium qui n'a pas été consommé, qui a été empoisonné et qui peut être réutilisé. En extraire également le plutonium. Bon, ça, c'est dans l'esprit d'avoir des futurs réacteurs qui fonctionneraient avec cette matière. Et le reste, ce sont des déchets très, très dangereux, très, très chauds pendant des années, et qui sont emprisonnés dans des blocs de verre et dont l'intention est de les placer dans un stockage géologique dont la France pourrait se doter. C'est l'objet d'un débat public qui va bientôt avoir lieu. Et ceci permettrait de gérer de manière la plus correcte, de notre point de vue, l'enjeu du risque radiologique associé à ces déchets de très longue vie. Alors, monsieur Repussard nous parle de ça le plus tranquillement du monde, alors qu'il s'agit bien d'une des pires monstruosités de l'âge atomique. On essaiera de repasser cet extrait à la fin de l'émission, une fois qu'on en aura appris un peu plus pour voir où va se nicher le cynisme de ces gens-là. Bon, donc, est-ce que, avant d'entrer dans d'évoquer le projet d'enfouissement entre guillemets géologique. Est-ce qu'on peut parler un peu, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où viennent les déchets radioactifs, s'il y a plusieurs types de déchets radioactifs, qui les gèrent, où est-ce qu'ils sont stockés pour le moment, peut-être des quantités, que ça nous donne une petite idée de ce qu'il y a à gérer en termes de déchets radioactifs en France. Ok.
Donc, alors les déchets, donc l'industrie nucléaire a choisi de les classer selon 2 critères. C'est leur niveau de radioactivité et leur demi-vie radioactive, ce qu'ils appellent la demi-vie. Ce qui ne veut pas dire qu'après une demi-vie, ils soient inoffensifs, loin de là. Donc on a les déchets HA et MA, donc c'est les hautes activités et moyennes activités. Donc ceux-là, de par leur niveau de radioactivité, ils sont systématiquement à vie longue. Donc ça, c'est ce qu'on nous promet à Bure. Donc ces déchets-là représentent entre 3 et 4% du volume des déchets français, mais ça représente 99,9% de la radioactivité de ces déchets. Ensuite, on trouve les FAVL, donc c'est d'autres résidus de l'industrie nucléaire, donc soit du retraitement, soit des éléments qui sont dans les centrales, donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Le moindre matériau en contact, en fait, avec la radioactivité dans le réacteur est considéré comme un déchet. Donc ça, il y en a des volumes énormes, je ne sais plus exactement combien, mais il n'y a toujours pas de solution non plus pour ces déchets. Et ensuite, on trouve les faibles activités à vie courte et les très faibles activités, qui eux sont stockés pas très loin de chez nous, donc de Bure, à 70 km d'ici, à Soulaine et Morvilliers. Donc c'est pareil, c'est des millions de mètres cubes de déchets qui sont à stocker. Et donc voilà, ils ont enterré ça au milieu d'une forêt, justement à Soulaine et Morvilliers. Et donc même pour ces déchets de très faible activité, il y a des rejets de tritium, etc. dans l'environnement. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre ici, vu que nous on aura ceux qui contiennent 99,9% de la radioactivité. Donc après ces déchets, il y a encore un autre problème, c'est ce qu'on appelle les combustibles irradiés, qui dans certains pays sont des déchets dès la sortie du réacteur. Et pour nous en France, on dit qu'ils sont valorisables, c'est-à-dire qu'après leur passage dans le réacteur, ils partent à La Hague pour le retraitement, pour extraire le plutonium, qui à la base servait aux militaires pour faire les bombes, et qu'aujourd'hui on recycle dans du MOX. Pardon, excuse-moi, vas-y. Et donc ce MOX, on ne sait pas quoi en faire. Une fois qu'il est irradié, qu'il sort du réacteur, le MOX irradié, personne ne sait quoi en faire. Et on sait que des tonnes et des tonnes de MOX irradiés arriveront à Bure aussi. Oui, je voulais juste rebondir parce qu'on a bien entendu que M. Repussard nous expliquait que le retraitement, enfin le plutonium qui était extrait, c'était pas pour faire des bombes. Hein. Non, parce que en fait, l'armoire à plutonium des militaires est blindée, ils en ont plus besoin. Ils ont de quoi faire péter 10 fois la planète, ils n'ont plus besoin de plutonium. Voilà. Alors donc, en fait, dans la région où vous êtes, là, vous avez déjà des centres de stockage. Hein, donc, il y a Soulaine, il y a et Morvilliers. Alors, en France, qui est-ce qui s'occupe de gérer ces déchets, de faire les inventaires et tout ça? Alors, c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Donc là, ça porte bien son nom pour une fois, mais bon, l'acronyme c'est ANDRA, c'est un peu plus joli, ça sonne bien comme Areva, etc. Ouais. Ou CIGEO, vu qu'on va en parler tout à l'heure. Ouais. Donc, cette agence, c'est une antenne du CEA qui a été créée dans les années 70. Donc voilà, au niveau indépendance, on voit d'où ils partent. Ils sont soi-disant indépendants depuis 1991 et la loi pour la gestion des déchets radioactifs, la loi Bataille. Et donc c'est eux qui sont chargés de gérer les déchets radioactifs en France, de faire leur inventaire, etc. et de travailler aux solutions pour se débarrasser de ces déchets. D'accord. Et donc, ils se revendiquent effectivement indépendants, alors qu'en fait, ils dépendent des ministères de l'énergie et de l'environnement, il me semble, directement. Voilà, ils sont dépendants de ces ministères et ils sont surtout financés par Areva, EDF, etc., dans le principe du pollueur-payeur. Mais forcément, vu que l'industrie nucléaire est le principal financeur de l'ANDRA, leur indépendance... on sait très bien que c'est de la foutaise et on a un très bon exemple pour ça, c'est sur les déchets des mines d'uranium en France. Donc c'est des quantités considérables en fait de ce que l'industrie nucléaire appelle les stériles miniers. Donc c'était quand en France on allait chercher l'uranium, tout ce qui était autour du filon d'uranium. Donc il y avait de l'uranium dans la roche, mais pas assez pour en faire du combustible. Donc on en a fait des tas et les mairies, les DDE, etc. pouvaient venir se fournir en gravats au pied de ces mines et en ont donc dispersé partout sur les routes, les parkings, etc. Il y a même des lotissements en France qui sont construits sur ce genre de déchets. Et il faut savoir que ces déchets devraient être considérés comme des déchets MAVL, donc moyenne activité à vie longue, donc destinés au site de Bure. Sauf que l'industrie nucléaire les laisse en place, in situ comme ils disent,
Et on peut se poser la question, si l'Andra était si indépendante que ça, pourquoi elle ne taperait pas du poing sur la table pour que la société Areva, parce que c'était la Cogema à l'époque, mais c'est Areva aujourd'hui, pourquoi il ne traite pas ses déchets? Tout simplement parce que si Areva traite ses déchets, Areva c'est fini. Areva ça coule. Donc vu que c'est les financeurs du nucléaire, enfin le fer de lance de l'industrie nucléaire, forcément si l'Agence nationale pour la gestion des déchets faisait son boulot, et ben voilà, ça ferait du dégât chez les industriels du nucléaire. D'accord. Donc, pour situer un peu peut-être le cadre réglementaire de la gestion des déchets en France, tu as parlé de la loi Bataille, tu peux nous en parler un peu, de quand ça date, ce qu'ils sont censés faire. C'est qui, Monsieur Bataille? Monsieur Bataille est un député. On en a déjà parlé ici. Hein. Vas-y. Voilà. Donc la gestion des déchets en France, c'est quand même une question qui se pose depuis les années 80. Donc très vite, la première idée de l'industrie, c'était d'enfouir le plus profondément possible ces déchets. En fait, s'en débarrasser, les cacher, on ne veut plus les voir, ils sont dangereux. Donc les enfouir. Donc ils sont partis un petit peu comme ça, un peu partout en France, à la recherche de sites pouvant accueillir ces déchets. Partout où ils sont passés, ils se sont fait virer. Mais vraiment partout, ça a parfois été violent, comme en Mayenne par exemple. Ils n'ont pas réussi à s'implanter. Donc du coup, il y a eu un moratoire Rocard. Ils ont réessayé de se réimplanter à droite à gauche. Ils avaient sélectionné 4 sites dans les Deux-Sèvres. Pas très loin de chez vous aussi, je sais plus, pas très loin de Marcoule aussi, ils avaient essayé de s'implanter. En Ille-et-Vilaine, enfin voilà, vraiment dans toutes les régions de France. Et donc pareil, des refus des populations, etc. Donc du coup, ils ont mis un stop, ils ont créé la loi Bataille pour la gestion des déchets radioactifs. Et donc là, changement de stratégie, on passe par un laboratoire. C'est-à-dire qu'on installe un laboratoire de recherche qui prépare l'enfouissement des déchets nucléaires. Sauf que cette loi Bataille prévoyait 4 sites de recherche. Il y en a un qui a réussi à s'implanter à Bure. Les 3 autres n'ont pas pu s'implanter, toujours pareil pour des histoires de résistance de population. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui avec un laboratoire de recherche sur le site où l'Andra veut installer ses déchets nucléaires. Et donc forcément, tout ça, c'était en pure illégalité par rapport à la loi de 91. Donc on a modifié la loi, on a refait une loi sur la gestion des déchets radioactifs en 2006. Et du coup, depuis, l'Andra a un boulevard devant elle pour implanter sa poubelle nucléaire sous nos pieds, là, à Bure. Alors, est-ce que alors tu parlais de des résistances locales, donc ça veut dire que dans la Meuse, ça résiste pas, ou ça n'a pas résisté, ou il y avait pas assez de gens, ou on l'a filé plein de fric, enfin, comment ça s'est passé? Pourquoi ça a été décidé là, quoi? Alors en Meuse, il y a eu une résistance à l'implantation de l'Andra, sauf qu'ils ont bien choisi leur coin, ils ont choisi une région où on est 6 habitants au kilomètre carré. Donc pour exemple, Bure, il y a 80 habitants, Mandran-Barrois, un village juste à côté qui est concerné aussi, ils sont une centaine. Voilà, donc il y a très très peu de monde dans cette région. Donc même si tout le monde est dans la rue, forcément pour l'État, ça reste assez minime. Il faut savoir qu'il y a eu une pétition demandée par 45 000 Meusiens. Et au Marnais, en Meuse, il faut savoir qu'il y a 100 000 habitants à peu près, donc 45 000, c'est quand même quelque chose de notable, qui a été balayé du revers de la main par le Conseil général et les préfectures, etc., pour juste demander un référendum sur la possibilité d'un enfouissement à Bure, quoi. Donc ils ont trouvé un endroit où il n'y avait pas beaucoup de monde, une zone assez désertique, et du coup, voilà, ils se sont implantés en force, et pour faciliter la chose, on déverse du pognon. Donc là, en ce moment, on est à 60 millions par an pour les 2 départements concernés. Et depuis le début de l'histoire, ils doivent être à peu près à 800 millions de subventions aux acteurs locaux, quoi. C'est les entreprises, les mairies, enfin tout le monde, quoi. Tout le monde est arrosé avec ce fric, sauf nous, quand même. On ne devrait pas. Oui, quand même. Mais ça les gênerait pas de nous en donner, hein, mais bon. Bien que c'est pas la peine de franchir le pas de la porte. Nous sommes intègres, c'est bien. Alors, tu parles d'un laboratoire, il y a des gens qui pensent qu'il y a déjà des déchets qui sont dans ce trou-là. Enfin, comment ça se présente? Comment ça se présente aujourd'hui et comment ça va se présenter si les lois... Ah oui, il y a aussi le processus pour légiférer, pour avoir... c'est quoi? C'est un décret d'État qui dira on peut aller enfouir sous le tapis à Bure les déchets radioactifs, c'est ça? C'est l'État qui décide. Voilà. Donc, après un processus de création qui sera
sera validé, donc la dépose du dossier sera faite en 2014-2015 et l'État donnera sa réponse en 2015. Donc avant ça, il nous reste encore l'étape du débat public dont on va parler après. Et donc, une fois que le gouvernement a validé, pour l'instant on se doute bien qu'ils vont y aller, il n'y a aucun souci, ils commenceraient les travaux en 2017 pour une mise en service en 2025. D'accord. C'est les prochaines étapes du projet. Alors concrètement, ça se présente comment? Là, c'est un grand trou, on mettra tous les colis de déchets radioactifs comme ça en vrac, ils seront numérotés, il y aura un inventaire. Comment ça se passe, ça? Alors c'est pas si simple que ça. Donc ils ont prévu de s'installer en surface et à 500 mètres sous terre. Donc déjà, ça par rapport aux annonces qu'ils avaient fait aux populations quand ils se sont installés, jamais ils parlaient d'installation en surface. Aujourd'hui, on se retrouve avec 2 zones en surface qui couvriront à peu près 400 hectares. Donc pour installer un terminal ferroviaire donc, qui recevra 10 000 trains de 10 wagons, donc ça c'est des chiffres de l'Andra, c'est pas nous qui les inventons. Donc il fait 100 000 wagons Castor, les fameux wagons blancs qu'on voit souvent par rapport aux échauffourées qu'on voit à Gorleben par exemple en Allemagne. Il y a un site en Allemagne où ils prévoient aussi d'enfouir. On aura aussi un site de stockage en surface parce que ces déchets, une fois arrivés à Bure, ne pourront pas descendre directement dans le trou, il faudra les reconditionner, etc. Donc ils seront stockés en surface. Ensuite, une usine de préparation pour les mettre dans leur forme de stockage définitive. Ensuite, une descendrie qui descendra directement au souterrain. Après, on a une deuxième zone d'accès pour les gens qui travailleront dans le fond. Donc là, il y aura 2 puits pour les personnels et le matériel. Et 2 ventilations de 12,50 mètres de diamètre sur 500 mètres de profondeur qui recracheront tous les gaz radioactifs émis par les déchets. Donc on se retrouve au total avec 4 ou 5 installations nucléaires de base sur un périmètre de 10 km², quoi, à peine. Donc on peut dire que Bure sera la 3e zone la plus nucléarisée du monde. Après la Hague, la vallée du Rhône. C'est bien, on est tout en France, hein, quelle chance on a. C'est magnifique. Et ça veut dire que tu as parlé de combien de wagons là, de Castor là? Ça, c'était un chiffre. Alors au total, il prévoit à peu près 90 000 mètres cubes de déchets à enfouir à Bure entre les HAVL et les MAVL, donc haute activité vie longue, moyenne activité vie longue. Et donc ces déchets-là, pour les transporter, ça nécessite à peu près 100 000 wagons Castor qui arriveront au minimum ce sera 2 par mois et au maximum ce sera 2 par semaine. Donc, et ça c'est basé sur un inventaire. Bien que le stockage de surface sera important. Et ça c'est basé sur un inventaire qui est fait par l'Andra. On est sûr qu'il n'y aura pas qu'on va pas importer des déchets d'autres pays. Enfin c'est juste les nôtres. Non, ça on peut. L'Andra se défend de dire que ce sera que des déchets français, mais il y a une directive européenne qui est passée cet été qui dit que les petits pays producteurs de déchets nucléaires, donc on peut prendre pour exemple les Pays-Bas ou la Lituanie, je crois, qui n'ont pas des pays suffisamment grands, qui n'ont pas forcément la géologie qu'il faut pour de l'enfouissement profond, pourront s'arranger avec les grands pays, donc la France, l'Allemagne par exemple, pour enfouir leurs déchets dans un pays étranger. Bien. Et alors ça, une fois que les colis seront bien rangés, là, ça va prendre un certain temps quand même à les ranger, les colis. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme, on laisse ouvert? Parce que ça, c'est leur grand truc, là. On va faire en sorte que ce soit réversible. Donc c'est 100 ans d'exploitation, donc ils comptent fermer le site vers 2120, enfin c'est fou de parler de... Oui, c'est atroce. Ouais. Vers 2125, quelque chose comme ça, et donc le but c'est de tout boucher. On referme et puis après ils savent pas encore ce qu'ils mettront dessus, s'ils laisseront une butte ou un petit décor d'artiste pour signifier aux générations futures qu'il faut surtout pas creuser ici, parce que ça risque de faire bizarre quand on tombe sur les déchets. Donc ils ont plusieurs techniques, quoi. Donc il y a les monticules de terre, il y a des disques en saphir qui sèmeraient un petit peu partout dans la terre, etc. Bon, c'est dérisoire, quoi, par rapport au danger encouru par ces déchets, c'est dérisoire, quoi. Oui, parce que ça, on a bien compris que c'était sur des centaines de milliers, de millions, enfin on n'arrive plus à dire, d'années. Et comment on peut garantir que dans 100 000 ans, quelqu'un va arriver là et ne va pas creuser et tomber sur du plutonium et des choses... c'est abominable. Voilà, il y avait des messages d'avertissement dans les salles des sarcophages dans les pyramides d'Égypte. Ils y sont allés
même s'il était signifié qu'il ne fallait pas troubler le sommeil des pharaons, etc. Tout le monde est rentré là-dedans. On suppose que s'il y en a un dans 5000 ans qui creuse, la radioactivité sera aussi dangereuse qu'aujourd'hui. S'il creuse et qu'il trouve quelque chose où c'est marqué surtout ne pas rentrer, on se doute bien que l'humain aura envie de rentrer dans ce genre de choses. Donc pour nous, c'est pas une solution. Cette solution, c'est vraiment permettre à l'industrie de se débarrasser de ses déchets pour pouvoir continuer à en produire. Ça, c'est notre résumé, mais je pense qu'on est vraiment pas loin de la vérité quand on voit les arguments présentés par EDF, Areva, etc. Sur l'enfouissement des déchets. D'accord. Donc ça veut dire que, enfin, dans on n'a pas à trouver des solutions parce que c'est pas nous qui les produisons ces déchets, mais enfin dans l'idée, il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux évidemment arrêter immédiatement d'en produire, ça c'est clair, mais est-ce qu'il vaudrait mieux alors les stocker en surface en se disant comme ça au moins l'histoire elle est là sous nos yeux, elle est pas à 500 mètres sous terre quoi. Nous on reprend l'argumentaire des industriels du nucléaire, mais on le reprend à l'envers, c'est-à-dire qu'ils parlent d'enfouir les déchets à 500 mètres sous terre pour protéger les générations futures. Donc s'ils étaient honnêtes sur cet argument, ils arrêteraient déjà de produire du déchet nucléaire. Il faut savoir qu'à Bure, pour l'instant, il y a à peine la moitié des déchets prévus à l'enfouissement qui ne sont pas encore produits. Donc ça, c'est déjà assez important à comprendre. Donc pour nous, la première chose, c'est sûr, c'est d'arrêter immédiatement de produire des déchets. Ça évitera de vivre toujours avec le risque d'une centrale qui pète. Ça évitera à des travailleurs du nucléaire d'être irradiés et de mourir de maladies. Ça évitera aux gamins qui habitent autour des centrales de se taper des leucémies, etc., etc., etc. Mais pour la solution, qu'est-ce qu'on propose en échange? Déjà, nous, ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir discuter sereinement. Enfin, la population, nous, on n'a rien demandé. Moi, je suis né en 81, le nucléaire existait déjà, j'ai rien demandé, moi. J'ai pas demandé à gérer les déchets radioactifs, etc. Mais tant que les solutions seront proposées par les industriels du nucléaire, on ne peut vraiment pas avoir confiance. Parce que voilà, c'est une industrie du mensonge et... Là, je pense qu'il y a des bouquins entiers qui en parlent de ça. Ouais. Alors en parlant de mensonges, là, au mois de mai va commencer le débat public dans votre région alors pourquoi faire? Pour dire aux gens voilà ce qu'on vous propose, débattez. Enfin comment ça se passe ça? Je pense que c'est un passage obligé, hein, c'est réglementaire, c'est la loi, mais voilà. vous dénoncez ce débat quoi. Donc les débats publics en France, c'est quelque chose qui a été réglementé par une règle européenne qui s'appelle la Convention d'Aarhus. Donc c'est suite à de nombreuses manifestations sur plein de projets industriels. Donc ils ont mis en place les processus de débat public pour que les opposants puissent s'exprimer et que leurs paroles soient prises en compte. Nous, ce qu'on conclut de ça, c'est les opposants s'expriment dans la case prévue à cet effet. Et après, les bulldozers arrivent, les gens protestent, on leur dit « On vous a entendu lors du débat public, maintenant dégagez, on fait nos travaux. » Aucun débat public n'a permis à un grand projet industriel de faire marche arrière. On a encore eu le cas à Notre-Dame-des-Landes récemment, où Delphine Bateau est allée parler avec des opposants, on leur disait « C'est bon, on vous a entendu au débat public, maintenant place à Vinci pour l'aéroport. » Oui, on a eu ITER ici, hein, ça a été récemment, le dernier exemple, c'est ça. Le débat public... Il y a déjà eu un débat public en 2005-2006 à Bure. Les conclusions étaient largement négatives, parce que les opposants, justement, s'étaient pris au jeu de ce débat public, ont participé, etc., etc. Les conclusions étaient négatives pour la poursuite des travaux à Bure. Ils se sont assis dessus, puis hop, on continue, quoi. Et nous, on sait que voilà, le débat public, c'est juste une étape administrative, c'est la loi qui l'impose. Il faut organiser ce débat. Mais même quand on va faire des visites à l'endroit, ils nous le disent clairement. Non, ce débat public n'a pas vocation à remettre en cause le projet. C'est un débat public informatif. Donc nous, vu qu'on refuse l'enfouissement des déchets nucléaires en couche géologique profonde, je ne vois pas pourquoi on participerait à un débat qui fait partie de l'avancée du projet en lui-même. Il y a quelque chose qui n'est absolument pas logique. D'accord. Enfin, en participant à ce débat, quoi. Voilà, oui, en fait, ça va leur permettre, je ne sais plus où j'ai lu ça, ça va leur permettre...
moi j'ai perdu le... oui, enfin, c'est dans le texte de l'Andra là, que tu m'as envoyé. Donc le projet n'est pas encore complètement finalisé. Le débat public permettra de prendre en compte les retours dans la finalisation de la conception. Donc on a bien compris que c'est pas la remise en cause du projet, c'est comment on va pouvoir l'améliorer, quoi, entre guillemets, tout ça. Voilà, l'adapter au contexte local, etc., etc. Donc nous, on part du principe où on est contre ce projet. Je vois pas pourquoi on irait discuter avec des gens qui veulent nous enfouir 90 000 mètres cubes de déchets nucléaires sous les pieds, quoi. C'est absolument impossible pour nous de discuter avec ces gens-là. Nous, on demande un retrait du projet pur et simple. Non, là j'allais dire bon courage parce que il faut savoir. Je voulais juste rajouter quelque chose pendant que j'y pense, c'est que ce débat public aura lieu aussi, comme par hasard, à Marcoule et à Cadarache à l'automne, et donc dans notre région ici. Donc il faudra essayer de se mobiliser pour voir ce qu'on peut en faire. Est-ce que tu veux... On a encore 3 minutes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ouais, je voulais faire une petite remarque justement par rapport à ce que tu disais sur le bon courage. On peut prendre l'exemple allemand, en fait. C'est le site de Gorleben qui était le site qui était condamné pour recevoir les déchets nucléaires. Ça fait à peu près 25 ans qu'ils se battent là-bas. Donc eux, les déchets sont arrivés en même temps que le site se construisait. C'est-à-dire que tous les déchets, donc les mêmes HA et MAVL, sont arrivés à Gorleben. Ils sont à peu près à 500 mètres de la mine où ils veulent les enfouir. Et ces 25 ans de lutte ont fini par payer, c'est-à-dire qu'il y a un moratoire sur le site de Gorleben et l'État allemand est en train de rechercher un autre site. Donc la lutte pour l'enfouissement des déchets nucléaires n'est pas terminée là-bas parce qu'il ne faut pas qu'ils trouvent un autre site pour faire la même chose. Ben oui. Mais on voit que jusqu'au bout, il faut... Jusqu'au bout, faut lutter parce que même si les déchets sont au pied du trou, tant qu'ils sont pas dans le fond, rien n'est gagné pour eux. Donc on lâche rien. D'accord, donc on lâche rien. Non, mais ça, c'est sûr qu'on lâche rien. Donc, ça se résume aussi au fait de ne pas enfouir, parce que c'est la pire des solutions qu'on puisse imaginer, quoi. Voilà, eux-mêmes disent qu'il n'y a pas de risque zéro. Le risque zéro, ça n'existe pas. L'industrie nucléaire l'admet enfin, parce que pendant des années, ils disaient qu'il n'y avait aucun risque. Sauf que si on enfouit ces déchets, qui sont d'une dangerosité extrême, on se rend pas compte. Un fût d'HAVL, si on l'a à côté de nous, donc normalement, c'est pas censé arriver, mais si on l'a à côté de nous, on vit 35 secondes à côté. On vit 35 secondes de vie si on est à côté d'un de ces fûts. Voilà. Donc c'est des déchets d'une violence tout à fait incroyable. S'il y a le moindre pépin dans ce genre de projet, c'est une catastrophe. La zone est complètement condamnée. Les bassins versants qui sont s'il y a des nappes phréatiques en dessous. Je veux pas rentrer trop dans la technique, mais il y a vraiment aussi pas mal de problèmes techniques, géologiques, etc. autour de ce projet. Les rivières et les nappes qui sont concernées, c'est des bassins versants de la Marne, donc de la Seine, et de la Meuse, donc qui remontent après en Belgique, etc. Donc les problèmes peuvent être bien plus graves et s'étendre bien plus loin que le petit périmètre de Bure perdu au fond de la Meuse, quoi. D'accord. Et ça, c'est pas l'endroit qui vous le dira, c'est sûr. Non. Bon, écoute, je te remercie. Je voulais quand même conseiller alors je ne sais pas si on peut le trouver sur Internet, mais de visionner le film Into Eternity, qui est sur le projet similaire en Finlande. Parce que là, ça affiche vraiment c'est un film, hein, c'est pas... Mais ça pose quand même assez bien les problèmes, je trouve. Et puis, allez voir votre site internet, c'est Burzone Blog. Burzone Blog. Voilà, on tape Burzone Blog et on tombe. C'est Overblog, je crois, l'hébergeur. Mais et puis, voir comment on peut, si les gens ont envie de venir vous voir, vous rencontrer, faire des choses avec vous. Hein. Et puis, on a une grande maison, donc on peut accueillir les gens, on peut les héberger, on a un grand dortoir, des chambres.
etc. Voilà. Donc, faut pas hésiter à venir, même si c'est loin. Vous pouvez rester une semaine, 2 semaines, un mois, un an, si vous voulez. Il n'y a aucun problème. 100 000 ans. Ok, bah écoute, nous on en reparlera ici, enfin régulièrement de toute façon. Et puis au moment où on aura le débat public dans notre région, on refera des informations. Et alors, merci à Sidi à la technique. Nous, pour nous joindre, c'est Collectif Antinucléaire 13. Et puis, je voudrais quand même repasser le petit truc de Monsieur Repussard pour voir jusqu'où le cynisme et l'horreur et la langue de bois vont se nicher après tout ce qu'on a dit là pendant une demi-heure. Bon, merci en tout cas à toi. Et on ne fait pas la promo du téléphone sonne, hein, surtout. Ok, alors, Allez, à bientôt. Alors, monsieur Val. À bientôt, salut. Eh bien, le cœur de combustible, donc les combustibles usagés qui ont été irradiés dans une centrale nucléaire, effectivement, reste radioactif pendant une période qui est de l'ordre de la centaine de milliers d'années pour certaines des composants radioactifs. Donc ça pose le problème de la gestion de ces déchets qui sont très radiotoxiques d'une partie d'entre eux. Alors le choix qu'a fait la France il y a longtemps, c'est de procéder à un retraitement de ces combustibles irradiés pour en extraire d'abord l'uranium qui n'a pas été consommé, qui a été empoisonné et qui peut être réutilisé, en extraire également le plutonium. Bon, ça, c'est dans l'esprit d'avoir des futurs réacteurs qui fonctionneraient avec cette matière. Et le reste, ce sont des déchets très, très dangereux, très, très chauds pendant des années, et qui sont emprisonnés dans des blocs de verre et dont l'intention est de les placer dans un stockage géologique dont la France pourrait se doter. C'est l'objet d'un débat public qui va bientôt avoir lieu. Et ceci permettrait de gérer de manière la plus correcte, de notre point de vue, l'enjeu du risque radiologique associé à ces déchets de très longue vie. À dans 15 jours sur Radio Galère. Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire.